conduire ce webinaire sans plus attendre. Alors, vous êtes déjà 7 personnes à être entrées dans la salle d'attente, donc merci beaucoup pour vos participations respectives. Je pense que les autres participants vont arriver au fur et à mesure. L'enregistrement est lancé et donc, je vous souhaite bienvenue à tous sur ce 4e webinaire organisé par le club EFC Grand Est. L'idée de ce webinaire aujourd'hui qui va s'étaler sur une durée d'une heure, donc environ jusqu'à 10 heures, c'est d'échanger avec Jérôme Mougel, directeur général d'Odyssée Environnement, de manière à ce que Jérôme nous explique pourquoi il s'est intéressé à l'EFC, donc à l'économie de la fonctionnalité de la coopération, pourquoi il s'est engagé dans ce qu'on appelle dans le jargon un parcours EFC, quels ont été les résultats. Et donc Jérôme est avec nous toute la matinée. Et donc moi, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre ce webinaire et peut-être de vous rappeler en préambule, donc au-delà de la présentation de la trajectoire EFC de Jérôme aujourd'hui, également de vous présenter les outils, que l'on peut proposer au niveau du club, à savoir un parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC. Je ferai également un petit focus sur le fonctionnement du club pour les dirigeants d'entreprise qui pourraient être intéressés à le rejoindre. Alors, je remercie Jérôme, qui est donc avec nous ce matin, qui a répondu favorablement à cette invitation, de témoigner sur sa trajectoire EFC et Jérôme est actuellement directeur général d'Odyssée Environnement. Il va vous expliquer dans quelques secondes, quel est son métier, qui sont ses clients, quelle est l'activité de son entreprise et peut-être juste un point également au préambule sur le déroulé de ce webinaire. On va démarrer tout d'abord par un petit icebreaker sur 2-3 minutes. Ensuite, je donnerai la parole à Jérôme, voilà, qui nous expliquera son engagement au travers de l'EFC. Je vous invite à poser des questions sur le chat au fur et à mesure, mais de manière à les traiter plutôt en fin de séquence. Et en fin de séquence, donc après un échange sous forme de questions-réponses, je ferai également une petite synthèse de ce qui a pu être dit aujourd'hui et ce qu'on peut retenir de ce retour d'expérience. Alors, pour démarrer cette session, donc je vous invite effectivement à avoir coupé vos micros et votre caméra. Je vous propose de vous rendre sur WooClap. Donc, vous voyez les éléments à l'écran et de rentrer le code qui s'affiche également à l'écran, donc TTO-SDP, de manière à participer à un petit icebreaker d'introduction. Attendez, j'ai juste mal switché sur ma slide. Et donc, la question que je vais vous poser en préambule, et donc il s'agira simplement, une fois que vous êtes sur WooClap, de saisir un mot, 2 mots ou 3 mots, éventuellement une phrase, et de répondre à la question suivante, à savoir quelles sont vos attentes ce matin sur ce webinaire. Donc, je vous invite à partager vos réactions, de manière à ce qu'on ait un petit nuage de mots qui apparaissent et voir ainsi un petit peu voilà, quelles sont vos attentes, de manière également à ajuster ce qu'on va vous raconter avec Jérôme. Donc, n'hésitez pas à aller sur WooClap dès maintenant et à faire part de vos réactions. Est-ce que vous arrivez à aller sur WooClap? Si quelqu'un veut éventuellement m'indiquer, parce que pour l'instant, je ne vois pas de réponse. OK, merci pour la première réponse. Donc, n'hésitez pas à partager. Voilà, super. Donc, pour apprendre des choses, je vais commenter vos premières réactions. Est-ce qu'il y a d'autres attentes sur le webinaire ce matin? N'hésitez pas à mettre des mots très simples. Prioriser. J'ai peur de mal pas réussir à lire ce qui est actuellement affiché. Comment prioriser des actions peut-être? Donc apprendre des choses. OK. Donc si quelqu'un d'autre a envie de partager, son attente sur cette matinée, qu'il n'hésite pas. Et ensuite on passera à une deuxième question. Donc s'acculturer à l'EFC, feuille de route, apprendre des choses, des actions, enjeux, eau, transition, écolo. OK. OK. Est-ce qu'on a d'autres?
Alors ça se mélange un petit peu. Conscience. Très bien. Bah, effectivement, ça rejoint un petit peu la philosophie du webinaire, à savoir qu'on va vous faire découvrir l'EFC, mais au travers du témoignage de Jérôme. Alors deuxième question, pour poursuivre sur cet icebreaker. Alors je vous demande juste un petit instant. Voilà, une deuxième question qui est, qu'évoque pour vous, au premier abord, le terme EFC? Voilà, c'est pas certain que vous soyez tous familiarisés avec ce terme et voilà, on serait assez curieux de savoir, ce qu'évoque ce terme au premier abord pour vous. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à saisir, un mot ou 2 de manière à ce qu'on puisse, partager, voir vos réactions à l'écran et donc les partager avec les autres. Donc ne plus posséder, intéressant. Rallonger la durée d'usage, un océan, je découvre, économie circulaire, optimisation, l'obsolescence, rallonge la durée d'usage, oui, mutualisation. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces premières réactions. Termine de lire, ne plus posséder. Ouais, ça se rejoint, le partage, lutte, partage. OK, très bien. Écoutez, je vais continuer sur le webinaire et je vous propose de donner la parole à Jérôme Mougel. On fait juste la transition, un petit peu lent ce matin. Ah, je pense que vous avez à nouveau les slides de présentation à l'écran et donc Jérôme, si tu peux, Tu allumer m'entends? ton micro et voilà, Ouais. nous t'entendons. Et donc déjà, merci à toi, d'être avec nous ce matin, de partager ton expérience, ton retour d'expérience sur ta trajectoire EFC avec Odyssée Environnement. Et donc, je te propose, en quelques minutes de présenter l'entreprise, d'expliquer quel est ton métier, où tu es basé géographiquement et quels sont tes clients. D'accord. Merci à tous de votre participation. C'est toi qui passes les slides, donc C'est moi, ouais. Delphine. Donc il faut que tu passes ta première slide, je pense. Oui, alors, Ah, je ça l'ai voilà, ça y ajouté. est, ça y est. Ça y est? Ouais, OK. c'est arrivé. Donc agir pour une performance éthique de l'eau, c'est notre mission, c'est la mission d'Odyssée Environnement. L'eau est tu peux passer la deuxième slide. L'eau est une ressource indispensable mais limitée. C'est de plus en plus connu actuellement. Et il faut que tu passes. Je vois pas les slides qui passent, c'est un peu Ça met un déroutant. petit peu de temps, ouais. Voilà. Donc, depuis quelques temps et depuis surtout l'année dernière et encore cette année, on se rend compte que l'eau est une ressource indispensable. Enfin, on le sait depuis longtemps, mais on le voit de plus en plus avec les sécheresses qui deviennent de plus en plus lourdes. Euh, donc, l'eau est une ressource indispensable pour le développement des activités, donc domestiques, agricoles, industrielles. Euh, Elle est en quantité limitée et elle doit être utilisée par l'homme sans conséquences négatives pour l'équilibre environnemental. Donc Odyssée invente des solutions pour une gestion éthique de la ressource qui permettent que son utilisation ne se fasse pas au détriment de la préservation. J'ai essayé de ne pas trop rentrer dans les détails, mais en résumé, en grand résumé, on est formulateur, c'est-à-dire qu'on commercialise des produits qui vont permettre à l'eau d'être utilisable dans l'industrie. Alors, c'est dans l'industrie et dans le tertiaire et grand tertiaire. Donc, c'est des produits qui vont éviter à l'eau d'entartrer, de corroder ou d'avoir des problèmes biologiques, bactériologiques dans les réseaux d'eau, qui vont poser des problèmes de fonctionnement de l'industriel et de son process. Tu peux passer la slide. Donc, l'eau industrielle, qu'est-ce que c'est? C'est une eau qui est utilisée dans l'industrie. Donc, on ne fait pas de potabilisation, on fait très peu de stations d'épuration, quoique on s'y intéresse énormément pour faire du reuse d'eau. Et donc, l'industrie, elle utilise de l'eau pour ses caractéristiques, généralement de transfert de chaleur, mais pas que.
Et puis, ces eaux ont des propriétés anthartrantes corrosives et notre mission, c'est, d'agir pour une performance éthique de l'eau. C'est-à-dire qu'on va, permettre à cette eau d'être utilisable dans les réseaux industriels, et que le process soit garanti sans problème. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà notre métier de base. Alors, on vend des produits, on vend aussi également du matériel, des pompes doseuses, des adoucisseurs, des osmoseurs, des systèmes de purification d'eau pour économiser l'eau, et cetera. Voilà. Merci pour cette, première présentation de l'activité. Donc au lycée environnement, vend actuellement des produits pour le traitement de l'eau en milieu industriel. Donc ça, on l'a bien compris. C'est une entreprise qui a été créée en 2006 et qui est actuellement, dont le siège est dans la Sarthe. Alors la première question qui est traditionnellement posée à un dirigeant, lors de ce webinaire, c'est tout simplement, pourquoi cet engagement? Pourquoi avoir souhaité s'orienter vers l'EFC? Traditionnellement, un dirigeant va s'orienter, vers l'économie de la fonctionnalité parce qu'il connaît certaines difficultés. Il se dit qu'il peut plus faire comme avant, comme actuellement. Il a envie de faire évoluer son modèle économique de manière pérenne. Du côté d'Odyssée, quelles ont été les premières questions, voilà, du côté du modèle économique et qui ont suscité, cette orientation vers l'EFC et ensuite, le souhait de démarrer un parcours d'acculturation à l'EFC? Oui, donc Odyssée Environnement, on est présent sur toute la France. Moi, j'habite à Gérardmer, j'ai oublié de le préciser, dans les Vosges. Donc c'est pour ça que je suis dans l'est de la France, mais on est présent dans toute la France. On est 80 personnes et puis on est également beaucoup présent à l'export, partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. On a une filiale au Mexique, au Chili et une filiale au Benelux et également en Afrique. Voilà. L'EFC on s'est intéressé à l'EFC parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, on est formulateur de produits chimiques et comme tout produit chimique, le produit chimique est vendu, au kilo. Donc chaque produit chimique est vendu au kilo, et hem et ce et notre business model était basé sur une vente de produits chimiques et plus on vendait de produits chimiques, plus c'était intéressant pour la société, de vendre des produits chimiques parce qu'on faisait plus de chiffre d'affaires, plus de marge et puis, plus de rentabilité. Je pense que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Enfin, on s'est rendu compte que ça ne va pas dans le sens de l'histoire et puis quand on a une mission qui est agir pour une performance éthique de l'eau, on voit bien que, vendre de plus en plus et vendre de plus en plus de produits chimiques qui sont de plus en plus aussi vertueux, hein. On n'est pas, on a des produits qui ont un faible impact environnemental, mais dès qu'on fait quelque chose, on pollue quelque part, le le heu, l'environnement. Donc le but, c'était de vendre des produits chimiques, mais de le vendre au mieux possible, c'est-à-dire au juste ce qu'il faut. Hem, Ce qui veut dire aussi que, ça c'était un petit peu difficile de vendre des produits chimiques, d'en vendre moins, en faisant plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité. Donc, c'était ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas trop comment faire. J'allais dire, on voulait faire de la croissance en faisant de la décroissance. C'est vendre moins, mais vendre mieux. Et hem et comment on pouvait, heu heu, comment on pouvait faire les 2. Comment on pouvait avoir une responsabilité, environnementale et comment on pouvait développer une société et avoir, un chiffre d'affaires qui croît et une rentabilité, intéressante. Donc c'était la problématique et quand on vendait au prix au kilo, on n'arrivait pas, le seul moyen de comparaison, de nos solutions avec des solutions de nos confrères, c'était juste de nous comparer vis-à-vis d'un dossier Excel où on doit remplir des prix au kilo et on se compare sur un prix. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on essayait enfin c'était notre limite, c'était limite de la limite qu'on avait identifiée, de notre développement et de notre, souhait d'agir pour une performance éthique de l'eau. Effectivement, il y avait une concurrence qui était, assez forte puisque dans ce secteur d'activité, finalement, vous êtes les uns et les autres, confrontés à des acheteurs qui vont regarder principalement, ce prix au kilo au travers du fameux document Excel que tu évoques. Il y avait également le constat que c'était un modèle qui devenait intenable à la fois sur le plan environnemental et économique. Et comment est-ce que tu as pris connaissance du parcours d'acculturation à l'EFC, d'initiatives durables et qu'est-ce qui a suscité, vraiment quel a été le déclencheur finalement pour s'engager dans l'EFC?
l'EFC? Alors, on a des produits qui sont très techniques et très, à haute valeur ajoutée, on va dire ça comme ça, par rapport à nos concurrents et nos produits, amènent des externalités, mais on verra tout à l'heure peut-être ce que c'est qu'une externalité, des avantages, on va dire ça comme ça, qui nous permettent d'avoir, une meilleure protection, une meilleure efficacité, des gains qui ne sont pas forcément, visibles et j'ai rencontré une personne de l'ADEME qui m'a dit qu'on faisait de l'EFC. Donc quelque part, j'ai l'impression que tout le monde fait de l'EFC sans le savoir, et nous en particulier. Et, donc c'était peut-être donc ça m'intéressait de savoir ce que c'était que l'EFC, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que l'EFC. Et donc le fait de s'engager là-dedans, ça a permis de mettre en lumière un petit peu ce que l'on faisait, de se dire ce que l'on ne faisait pas pour éventuellement aussi vendre non plus des prix au kilo, mais vendre plutôt plus des solutions ou enfin, je ne vais pas dévoiler tout ce que je vais raconter par la suite, mais essayer de changer un peu de modèle économique et arrêter de faire un pas de côté et puis d'arrêter de vendre des prix au kilo, mais de vendre peut-être autre chose ou de proposer autre chose à nos clients. Alors du coup, tu t'es engagé dans ce fameux parcours d'acculturation puis d'accompagnement à l'EFC avec, Initiative Durable, et le laboratoire, Athémis avec lequel on travaille sur, nos formations et l'animation des clubs EFC. Quel a été finalement le premier exercice qui a pu être mené lors de ce parcours? On entend souvent parler d'effets utiles lorsqu'on interroge son modèle économique. Donc quels ont été les premiers axes, de réflexion finalement, lors de ton entrée dans ce parcours et quels ont été les effets utiles qui ont été repérés et finalement les premiers changements qui ont été induits suite à cette première réflexion? Oui, donc on a eu une formation d'1 an et demi, 2 ans, hein, voilà, sur ce qu'était l'économie de la fonctionnalité. Alors, j'ai fait cette formation, on a appris des mots un petit peu bizarroïdes comme effet utile, externalité et cetera, que j'ai retranscrit derrière en mots un peu plus compréhensibles. Les premiers pas ont été, du changement ont été, de cette mise en lumière des externalités, donc des avantages de nos produits. Je dirais que ça, on a toujours, commercialement, quand on vend une solution, on essaye toujours de mettre en avant les avantages du produit. Mais il y a d'autres avantages qui sont plus, j'allais dire plus sournois ou plus cachés, qu'il est, intéressant de mettre en lumière quand on prend un petit peu de hauteur sur notre métier. C'est-à-dire notre métier, comme je vous l'expliquais au début, c'est des produits anti-tartre, anti-corrosion et cetera. Mais c'est aussi, plus de sécurité pour nos clients, des économies d'eau, et ça devient vraiment prégnant actuellement, hein, suite aux sécheresses qu'il y a, les économies d'énergie et nos produits permettent de faire tout ça, mais ils ne faisaient pas forcément, on accepte, pardon, on mettait pas forcément en avant toutes ces, externalités positives, toutes ces, heu, tous ces avantages, de nos clients, donc de nos produits, pardon. Donc on s'interroge sur les avantages et puis ce qui était très intéressant aussi, c'était de voir d'autres sociétés qui ne font pas du tout du traitement d'eau, des sociétés d'assurance, des agences immobilières et finalement on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques de savoir, effectivement, qu'est-ce que l'on vend? Pourquoi on le vend? Et est-ce que les gens achètent vraiment ce que l'on vend? C'est peut-être ça aussi la chose. Je pense pas que les gens chez nous achètent des produits chimiques. Alors nous, on vend des produits chimiques, mais ils achètent peut-être plus une sécurité, que des produits chimiques. Effectivement, quand on t'écoute, on se rend compte que le parcours, d'acculturation à l'EFC a permis de révéler un certain nombre, d'effets utiles, et d'externalités. Donc les externalités, c'est les impacts positifs comme négatifs, qui sont donc liés à l'activité économique d'une entreprise et c'est toujours intéressant de le révéler, de les interroger, de voir de quelle manière on peut, développer tout ce qui a un impact positif sur son modèle et à contrario, comment est-ce qu'on peut, corriger ce qui a un effet négatif, sur son modèle, mais également sur, toutes les parties prenantes, au sein de son écosystème. En termes d'effets utiles, il y a, en UFC, on apprend également, beaucoup à repérer, les écarts qui se créent entre, ce qu'on fait et ce qu'on explique formellement auprès de ses clients et ce qui se passe dans le réel.
Dans le réel, il me semble également qu'il y avait, les techniciens d'Odyssée, une fois qu'ils venaient, livrer le produit aux clients, qui faisaient, finalement un peu de formation sur place. Est-ce que c'est également un axe qui a été, révélé, en tant qu'effet utile et qui est aujourd'hui valorisé chez Odyssée? Alors oui, on a essayé alors suite à la formation EFC, on a essayé également de saucissonner ce que j'appelle les performances. Quelles performances on pouvait apporter à nos clients? Donc la performance de formation et d'acculturation aussi de nos clients à notre métier, permettait aussi à notre client de savoir mieux ce qu'ils avaient à faire ou ce qu'on faisait et de comprendre un petit peu mieux notre activité et donc d'être dans la même, mouvance que nous sur, la performance, hydrique ou énergétique qu'on essayait d'avoir. Il y avait un autre point important aussi, j'y pense à l'instant, qui était intéressant aussi dans le déclenchement de l'ESC, c'est depuis, 10 ans maintenant, on a breveté un produit, mais il est commercialisé, depuis le début d'année, qui marche bien. C'est un produit à base de plantes. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est une innovation mondiale. C'est-à-dire qu'on fait une tisane, on va appeler ça comme ça, même si la partie R&D chez nous n'aime pas trop que j'utilise ce terme. C'est un produit qui va remplacer, au même dosage et à la même efficacité, des produits issus de la pétrochimie ou de l'extraction comme le phosphate dans les carrières de phosphate au Maroc. Donc c'est un produit anti-tartre, alors vert, issu d'une plante qui est 85 moins impactant pour l'environnement qu'un produit issu de la pétrochimie ou de l'extraction. Donc on avait vraiment quelque chose de très intéressant, heu, à commercialiser. Par contre, bien sûr, c'est un produit qui est par contre, c'est un produit qui est un petit peu plus cher, on va dire ça comme ça et un peu plus cher au kilo et la question, c'était de se dire également, cette, plus-value, au kilo, ce prix qui était plus important au kilo, est-ce qu'il pouvait être compensé par une externalité positive? Ça veut dire enfin, c'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il soit moins polluant permettait de le vendre plus cher? En réalité, je pense que, les gens sont écolos, sauf qu'ils sont écolos si ça coûte le même prix. Donc il y a une relation entre le prix et ce que l'on achète et la partie, préservation de la nature. Donc c'était comment, rendre ce prix alors comment rendre ce prix? Ou alors comment faire payer aux clients, le même prix pour un produit plus vert? Et je pense que l'EFC, nous permet d'arriver à faire ça. Parce que, la pollution quelque part, on ne la paye pas. Donc, utiliser un produit plus vert ne fait pas gagner de l'argent. Par contre, faire économiser de l'eau, faire économiser de l'énergie, permet de faire une économie que l'on peut éventuellement mettre, sur un produit plus vertueux. Et globalement, les gens payent, parce qu'à un moment, il faut bien payer, hein, payent la même chose. C'est-à-dire qu'on devient vertueux en utilisant moins de produits, en utilisant des produits plus verts. Donc c'est ça, c'est aussi la formation, c'est, de trouver aussi, d'expliquer ça aux gens, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un peu plus passionnant que de vendre, un produit dans un tableau Excel. Alors là, on a pas mal parlé de comment dire? Comment fonctionnait finalement l'activité d'Odyssée avec les mœurs, les coutumes en pratique avec ce fameux prix au kilo, du repérage des effets utiles et des externalités. Petit à petit dans ce parcours, d'acculturation puis d'accompagnement à l'EFC, c'est vrai qu'on travaille, également beaucoup la proposition de valeur. Tu as commencé à introduire l'évolution du métier, donc fabricant de produits chimiques vers un nouveau métier qui est celui d'hydroéthicien. Tu as également commencé à nous parler de performance et il y a ce contrat de performance partagé qui est aussi né, pendant ce travail autour de l'EFC. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui également de performance et pourquoi on n'en parlait pas auparavant? Voilà, est-ce que tu peux un peu nous éclairer autour de ça? Oui, donc le fait de parler de performance, je reviens toujours sur notre mission, c'est agir pour une performance éthique de l'eau. Donc il faut qu'on agisse, beh, pour une performance, pour que ça soit éthique et puis on travaille dans l'eau. Donc on a mis un petit moment à trouver cette mission, mais ça nous caractérise, vraiment. Hem, la performance permet, heu,
de mettre en lumière à nos clients le fait que le prix d'un produit ne reflète pas sa fonctionnalité. C'est-à-dire que dans le prix, il y a quelque chose, mais le prix veut dire pas mal de choses. Donc le prix peut vouloir dire la sécurisation de l'installation, peut vouloir dire des économies en eau, des économies d'énergie, un produit plus vertueux, moins impactant, comme l'Audi Life par exemple, dont je vous ai parlé à l'instant. La formation aussi, qui doit être prise en compte dans ce prix. Et puis, notre idée, c'était de mélanger un petit peu tout ça et de ressortir quelque chose euh, qui permette de passer un contrat avec nos clients, ce qu'on a appelé un plan de performance partagé. C'est-à-dire que on propose à nos clients de leur garantir le bon fonctionnement de leur installation, de leur garantir des économies d'eau, de leur garantir des économies d'énergie, de leur garantir un impact environnemental plus important, moins de pollution, moins de quantité d'eau. Et puis, donc, et ça a débouché sur un nouveau métier qu'on appelle l'hydroéthique, on est tous des hydroéthiciens, si vous voulez. Et de permettre d'avoir à nos clients non plus une relation de vendeur de produits chimiques, mais de vendeur de solutions. Et le nec plus ultra, je dirais, c'est de travailler ensemble. Dans EFC, il y a commis de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, de travailler ensemble avec le client pour ensemble améliorer les performances et ensemble gagner en performance. Et gagner en performance, ça permet quelquefois, même souvent, de gagner de l'argent. Tout retombe là-dedans, hein, finalement. Parce que si vous économisez de l'énergie, alors de plus en plus, hein, parce que l'énergie devient de plus en plus chère, l'eau devient de plus en... Alors l'eau n'a pas trop de prix, mais elle devient de plus en plus rare. Et la rareté fait que son prix décolle également. Mais si on fait économiser 1, 2, 3% de gaz sur une chaudière, si on fait économiser des centaines ou des milliers de mètres cubes sur une installation, ça permet de rendre le contrat plus intéressant financièrement. Et donc, le plan de performance partagée, c'est quoi? C'est de se dire, ben voilà, je vous fais gagner de l'argent avec une économie d'énergie, une économie d'eau, etc. Et ben, rétribuez-moi en fonction de ce que je vous fais gagner. Donc, on voit que c'est un cercle vertueux qui permet non plus de partir sur un prix au kilo, hein, je reviens un petit peu sur notre ancien monde, mais sur une économie basée sur l'économie de la performance. Dans ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que du côté du client, il y a déjà une évolution puisqu'on parle de plan de performance partagé. Donc, ça change forcément la donne et même un changement de posture entre Odyssée et son client. Mais également, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques avec le passage vers le métier d'hydroéthicien, c'est qu'aujourd'hui, finalement, vous n'êtes plus dans une posture de prestataire de service, mais vous êtes vraiment dans un cheminement vers une relation de service, puisque vous êtes passé finalement de vendeur de produits chimiques à vendeur de solutions, donc avec une posture plus d'expert. Hem Et l'autre question, un peu sous-jacente à tout ça, c'est, puisqu'on parle également de l'acheteur, c'est comment est-ce qu'on arrive à le convaincre finalement d'acheter cette fameuse performance, d'usage, ce plan de performance partagé, plutôt, qu'un prix très compétitif, sachant que la concurrence va continuer a priori à pratiquer, ce type, de vente. Donc, qu'est-ce qui peut faire mouche finalement? Est-ce qu'on vient d'expliquer qu'on a fait un parcours, EFC ou comment est-ce qu'on argumente et comment est-ce qu'on convainc finalement? Oui, alors, on convainc d'une manière très simple, c'est qu'on garantit nos résultats. Et donc, ça, c'est quelque chose qui plaît bien à un acheteur. Oui, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas dans une entreprise, en interne comme en externe, il n'y a jamais que l'acheteur à convaincre. Il y a plusieurs parties prenantes dans une entreprise. Je peux prendre un autre exemple, par exemple dans le tertiaire, par exemple, où il y a des réseaux de chauffage, des réseaux d'eau chaude sanitaire, où il y a un exploitant qui est là pour exploiter les installations. Vous avez un appel d'offres et l'appel d'offres est basé toujours sur un dossier Excel que vous devez remplir, où vous devez remplir des chiffres. Dans ce genre d'appel d'offres, c'est un peu la perversité de ce genre d'appel d'offres, ou des appels d'offres en général,
C'est-à-dire que vous avez un prix et vous êtes choisi par rapport à un prix. Ensuite, ce prix, donc c'est bien l'acheteur qui prend, alors soit le moins cher, soit il y a différentes, ou celui qui fait le mieux. Ensuite, la perversité de ça, c'est qu'une société qui a réalisé qui a eu un appel d'offres pourrait être tentée de se payer sur ce qu'il ne fait pas. Parce que d'appel d'offres en appel d'offres, les prix diminuent, et puis vous arrivez à un moment avec un prix qui est un prix plancher. Donc, le fait de ne pas faire ce que vous avez dit que vous faisiez dans l'appel d'offres vous fait gagner automatiquement de l'argent. Par contre, si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous faisiez, il peut y avoir des problèmes d'entartrage, de corrosion, des choses comme ça. Si vous ne mettez pas de sel dans un adoucisseur, l'adoucisseur ne fonctionne pas. Vous ne payez pas le sel que vous mettez dedans, vous ne payez pas la personne qui va remplir le sel, l'adoucisseur ne fonctionne pas, vous avez de l'entartrage et vous revendez au client derrière le détartrage. Donc, moins vous en faites, plus vous êtes rentable. Ce qui veut dire que ça ne va pas du tout non plus dans le sens de l'histoire. Donc, une fois qu'on explique ça à l'acheteur, vous voyez que l'acheteur, il a un prix, mais la personne qui s'occupe, l'exploitant par exemple, qui s'occupe des installations, si son installation ne fonctionne pas, lui, il n'a pas ce qu'il veut. Donc, l'acheteur a un prix, l'exploitant n'a pas ce qu'il veut. La QHSE ou le QHSE, ce qui l'intéresse, lui ou elle, c'est d'avoir un produit qui est vertueux, mettre moins de produits chimiques, ou mieux des produits chimiques, optimiser ça. Est-ce qu'il a dans cet appel d'offres quelque chose qui lui convient? Donc notre idée, ce qui n'est pas si simple que ça, hein, comment convaincre, je n'ai pas la recette miracle, mais c'est d'avoir toutes les parties prenantes d'une entreprise. Parce que quand on fait une économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la coopération chez nous, chez nous en interne en Odyssée, c'est de la coopération avec nos fournisseurs et c'est de la c'est de la coopération également avec nos clients. Donc, il n'y a pas que l'acheteur à convaincre, parce que le prix au kilo, il faut essayer de sortir ça, et oui, il faut discuter un petit peu avec l'acheteur. Mais si à la fin, avec un plan de performance partagé ou une il a un retour sur investissement beaucoup plus important que ce qu'il avait prévu, il sera facilement convaincable. C'est français ça? Enfin, on convaincra facilement, plutôt. Euh, et, euh, et derrière, c'est tous les gens, toutes les parties prenantes qu'il faudra réunir et euh, euh, qu'il faudra relever leur externalité positive et négative, et puis répondre à leurs besoins. Par rapport à ce que Donc tu expliques. l'acheteur, à la fin, il sera content. Et également ce que tu expliques, donc aujourd'hui, tu es plus seulement face à l'acheteur lorsque tu es en posture de commercialiser, ce produit, puisqu'on parle de vendre une performance, partagée. Également, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que tu mets autour de la table d'autres parties prenantes comme la QHSE, comme le risque manager et cetera. Oui. Ce changement, donc on ne vend plus simplement un produit chimique, mais cette performance partagée, est-ce que c'est facile à expliquer à ses collaborateurs? On peut bien imaginer qu'il va y avoir des changements, plus ou moins importants sur l'équipe et peut-être en particulier sur les commerciaux. Est-ce que tu peux un peu nous indiquer donc, les changements qui ont pu être opérés? Est-ce que c'est facile de mettre en place une démarche EFC finalement en interne? Comment c'est perçu, reçu par, les collaborateurs? Voilà, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Chez nos clients, il faut acculturer nos clients, et en interne, il faut acculturer également nos, nos- nos commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on a changé a trouvé un nouveau nom à notre métier. Avant, on était traiteur d'eau, ce qui ne voulait pas dire grand-chose. Et donc, on est passé hydroéthicien. Hydroéthicien, c'est on a donné une définition sur Wiktionnaire pour donner une définition du mot hydroéthicien, qui est un acronyme entre hydro, l'eau, et puis éthique et l'éthique. Euh, c'est de, c'est d'expliquer un petit peu ce que l'on peut proposer comme solution. On fait toujours le même métier, hein, on n'a pas changé nous, on est des ingénieurs chimistes généralement. On fait toujours le même métier, on fait toujours la même chose, mais on le fait différemment.
et on propose différemment nos solutions. C'est un changement qui est, ouais, on parle souvent de pas de côté, plutôt qu'un changement, mais c'est peut-être aussi dur de faire un pas de côté que de faire un changement complet de métier parce que, il y a aussi la réalité qui nous dit qu'on a des anciens clients aussi qui travaillent aussi avec des prix au kilo et des gens qui veulent travailler obligatoirement à des prix au kilo. Donc on ne change pas tous nos clients. Heu, on les incite à réfléchir un petit peu, à prendre de la hauteur et on demande aussi à nos commerciaux de prendre un petit peu de hauteur et de regarder un petit peu plus ce qui se passe chez nos clients et comment on peut proposer des solutions, heu et comment on peut se proposer de la performance hydrique et énergétique et cetera. Donc on a mis en place, également, des systèmes de monitoring, donc de numérisation d'installation qui nous permettent aussi de mettre en lumière quelque part, la performance des installations. Donc on est une des sociétés, enfin, je pense la société où on a le plus de sites qui sont monitorés en France. On a 500 usines qui sont monitorées, où on relève toutes les informations et on a la performance en direct live de l'efficacité ou des problèmes qu'il peut y avoir sur des installations. Donc dans l'industrie, dans le tertiaire, heu, dans le grand tertiaire, sur des réseaux de chauffage urbain ou des choses comme ça, on a une maîtrise et on a une maîtrise de l'installation et une maîtrise de l'entartrage, de la corrosion, et cetera. Donc ça amène aussi les gens chez nous à avoir une nouvelle vision de notre métier et de leur faire un pas de côté. Mais je dirais que chacun fait le pas de côté qu'il veut aussi et chez nous et chez nos clients et je pense que c'est un travail, à long terme pour, heu, changer un petit peu les mentalités et voir que alors les gens qui ont basculé vers le FC, ne reviennent jamais en arrière. Donc c'est une bonne chose, mais ça demande un petit peu voilà, de sortir un petit peu de sa zone de confort et essayer de voir un petit peu différemment. Voilà. Peut-être pour résumer ce que tu viens de dire, on a bien compris qu'il y avait une prise de hauteur qui avait été réalisée grâce à ce parcours, dans l'EFC. Ça, c'est pour Odyssée. Un pas de côté, forcément du côté des clients, mais également du côté des collaborateurs, hein. Je ne suis pas sûre qu'on en ait encore beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a un renouveau de sens qui s'est opéré au niveau des collaborateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ils trouvent plus de sens à faire leur métier, plus qu'avant? Pourtant, ils font la même chose qu'avant finalement. Mais, voilà, comment est-ce qu'ils enfin, ils expliquent cette transition? Comment ils le vivent finalement? Alors je ne peux pas répondre à leur place, j'espère qu'ils le vivent bien. Alors c'est pas, je pense que c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on est pris aussi avec nos clients qui ne souhaitent pas changer de modèle économique. Donc on est entre, ce que l'on voudrait faire et ce qu'on peut faire déjà, chez nos clients et puis, comment comment sortir un petit peu de sa zone de confort et le problème aussi avec le FC, vous voyez bien qu'il faut, quand même un petit peu plus discuter que de donner une feuille Excel en donnant un prix, hein. C'est plus que de donner un devis, donc il y a un peu un travail un peu préparatoire pour expliquer ce que l'on veut faire avec le client, donc ça prend un petit peu plus de temps. Heu Ça prend un petit peu plus de comment convaincre un petit peu le client qu'il peut avoir un intérêt à travailler avec le FC. Donc il y a certains commerciaux qui ne n'accrochent pas. Je pense que majoritairement ils sont bien, intéressés par ça et après c'est trouver, le point d'accroche, comment expliquer tout ça et c'est pour ça qu'on a pas enfin, on est passé du phrasé un peu, technique de l'EFC, comme on peut le faire en formation, vers des choses un peu plus, imagées comme la performance. C'est-à-dire pas traduire externalité par performance, ça permet à tout le monde de comprendre un petit peu, tout ça. Après ce qui est compliqué un petit peu, ce qui peut être compliqué aussi, c'est d'avoir une vision globale et c'est de prendre un petit peu de hauteur. Prendre un petit peu de hauteur sur les performances. Parce que nous, on était, je pense, un petit peu fixés sur la performance de notre métier de base. Quand on parle d'externalité,
il y a l'externalité, il y a beaucoup d'externalités et je ne les connais pas toutes. Et c'est un échange aussi avec le client. C'est que c'est peut-être le client qui va nous donner aussi quelquefois la clé de la performance ou l'externalité négative qui va l'empêche de pleinement avoir une bonne offre de ses clients. C'est pour ça que c'est un moment d'échange. Alors tout le monde, tout s'accélère un petit peu dans ce monde un petit peu complexe, on va dire. Il faut que nos clients aussi nous donnent un petit moment d'échange aussi, qu'on puisse comprendre leurs problématiques, leur externalité positive et négative. Et je vous assure que si on arrive à trouver cet équilibre-là et à avoir un dialogue avec nos clients, on arrive à trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur installation et leur faire gagner de l'eau, de l'énergie et certainement de l'argent. J'en profite pour, poser une question, immédiatement qui est dans le chat parce qu'elle est directement liée à ce que tu viens d'expliquer. Est-ce qu'il y a eu un changement du mode de rémunération des commerciaux, donc suite à cette transition, vers le FC? Puisqu'a priori les commerciaux, ils ont intérêt à à vendre du volume, puisque ça a forcément un impact sur leur part de salaire, leurs objectifs variables. Voilà, quel a été le changement finalement, ou pas d'ailleurs sur les commerciaux? Enfin Oui, sur leur mode de c'est rémunération? ouais, c'est une question qui revient souvent et qu'on s'est posé pendant très longtemps. Alors oui, on a changé tous les contrats de nos commerciaux. C'est-à-dire qu'avant, les commerciaux alors c'est la perversité aussi enfin, la perversité. Je sais pas. Quand on vendait des prix au kilo, c'est sûr que les commerciaux étaient vendus en fonction du tonnage vendu, hein, ce qui était évident dans cet ancien monde. Actuellement, ils ne sont pas vendus, ils ne sont plus rémunérés en fonction du tonnage vendu, mais on va dire du bon tonnage vendu, c'est-à-dire en fonction de leur contrat EFC. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de vendre plus, on leur demande de vendre mieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, hein, mais bon, un commercial a toujours besoin d'un peu moi, je suis commercial, hein, donc enfin, je suis commercial. Donc, le commercial a besoin d'avoir un objectif, c'est comme ça qu'on peut définir un commercial, mais cet objectif n'est plus sur la quantité vendue. Alors, on a un système qui est très ingénieux. On a beaucoup conversé avec pas mal de gens qui font de l'EFC, etc., pour trouver la meilleure solution. Est-ce qu'on passe la prime en fixe? Bon, voilà. On a trouvé, je pense, un système qui est intéressant avec des objectifs toujours, mais qui ne sont plus indexés sur le volume. Donc, la question intéressante, elle revient souvent aussi, c'est de se dire, il faut être cohérent aussi je suis tout à fait d'accord, hein, dans la rémunération. C'est-à-dire que tout doit être changé quelque part. Donc, ce pas de côté que l'on fait doit évidemment comprendre le mode de rémunération des commerciaux. Et il faut que alors, tous les commerciaux ont accepté ce mode de rémunération. Donc, ce qui veut dire qu'ils croient quand même à ce que je raconte, hein, heureusement. Mais ça montre aussi qu'il y a une volonté. C'est pas si simple que ça, hein, de faire ce pas de côté et puis de convaincre aussi nos clients. C'est pas non plus simple à nos clients de vouloir bien nous écouter et puis de comprendre un petit peu quelle est la différence avec nos confrères. Mais la différence, je vous assure, est énorme. Mais ça montre aussi qu'il y a un changement qui se passe et un pas de côté qui est important. Et tout doit être raccord. C'est que et bien évidemment le mode de rémunération. Alors, je te pose une dernière question avant qu'on écoute les réactions, des participants à ce webinaire. Elle concerne davantage, l'actualité d'Odyssée Environnement, et son implication sur le plan eau. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a dévoilé, le plan eau du gouvernement, fin mars. Forcément, on est face à une diminution de l'ordre de 10 à 40 de la ressource en eau, c'est ce qui est prévu du moins dans les prochaines décennies. Il y a différentes mesures qui sont prises avec un plan de transformation à l'horizon 2030. Est-ce que tu peux nous indiquer, voilà, quel est le rôle, que peut jouer Odyssée Environnement aujourd'hui sur ce plan eau et donc aux côtés du gouvernement? Oui, donc je fais partie, je suis un des 9 membres du comité stratégique français de la filière eau. Et donc, je suis dans ce comité stratégique.
Je m'occupe de la partie 4 qui est, comment, alors, c'est marrant parce que, je fais partie de la partie 4, c'est, les relations de la filière eau avec les autres filières. Donc la filière de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la métallurgie, et cetera. Donc j'ai fait des interviews des responsables des différentes autres filières pour essayer de comprendre. Je savais de quoi ils allaient parler. C'est-à-dire que le plan eau demande, je vais résumer ça, demande 10% d'économie d'eau chez tous les industriels, et même un peu plus, hein. Donc j'ai interviewé les différentes responsables de filière, et c'est toujours la même réponse, et la même réponse que je vois aussi chez mes clients, ce qui est un peu normal. Je vais vous dire ce que c'est la réponse. Et, ce qui intéresse les industriels, ce qui intéresse tout le monde, c'est leur process industriel. C'est-à-dire une personne qui fabrique des jeans, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de fabriquer des jeans. Il a de l'énergie, il a de l'eau, on va dire c'est des utilités, et qui lui sert à fabriquer un jean. L'eau augmente, l'électricité augmente, le gaz augmente, il va augmenter le prix de ses jeans. Euh, euh, Ce que je raconte là-dedans, et via le prisme aussi de l'EFC, c'est que ça peut être un petit peu. Euh, alors mon rôle là-dedans, c'est de leur faire une acculturation. Et moi, ce que j'ai proposé au CSF et ce qui a été retenu, c'est de faire c'est les 20 questions qu'il faudrait se poser, quoi. C'est-à-dire les 20 questions qu'il faut se poser pour faire des économies d'eau. Et, euh, et à chaque fois, je me rends compte sur le plan eau, par exemple, faire 10% d'économie d'eau, c'est pas faire 10% d'économie d'eau, mais c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale de comment je vais faire 10% d'économie d'eau. Je vous donne juste un exemple actuellement, quand vous voyez sur un peu partout, pour faire des économies d'eau, faire du reuse. Donc, le reuse, c'est pas la solution, c'est une solution. Et c'est une solution qui représente, d'après moi, 5 ou 10% des solutions. Et tout le monde s'engouffre là-dedans parce que tout le monde pense que c'est la bonne solution. C'est une des solutions, mais c'est pas forcément la bonne solution. Donc, quand j'explique ça aux différentes personnes des filières, je revois un petit peu l'explication de ce qu'est l'EFC. Et finalement, c'est bien ça, et ça peut parfaitement se mettre l'économie d'eau qu'on peut avoir, et le plan eau peut parfaitement rentrer, entre guillemets, dans cette philosophie de l'EFC. C'est d'avoir une vision un peu plus globale de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'il faut que le client, enfin, l'utilisateur fasse éventuellement sur son process. Je vous prends un exemple. Si je suis allé dans une teinturerie, par exemple, ils font du noir. Le noir, il n'y a pas pire. Voilà. Donc, est-ce que les gens sont prêts à ne plus mettre de noir? Parce que le noir, vous êtes obligé de rincer plusieurs fois leur système, donc vous rincez avec de l'eau, donc vous perdez beaucoup d'eau. Et l'eau, elle est difficilement traitable derrière. Donc, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on va continuer à faire du noir? Alors, quand je dis ça à l'industriel, il me dit, oh là là, mais moi, je veux faire du noir. Est-ce qu'on va continuer à faire du blanc? Parce que c'est dur de faire du blanc aussi. Enfin, c'est dur. C'est simple, mais c'est fortement consommateur d'eau. Donc, il y a un moment, il y aura des concessions à faire ou des choses comme ça. Et on rejoint bien le, euh, la partie efficience de l'eau, dont tout le monde parle, mais il y a aussi la partie est-ce qu'il faut faire les jeans en France, ou est-ce qu'il ne faut pas les faire les jeans en France? Est-ce qu'il faut faire de la réindustrialisation ou pas? Et tous ces questionnements aussi, enfin, ces questionnements permettent de répondre à un peu d'une manière raisonnée sur toutes les problématiques, et d'avoir une solution globale à un problème qui est comment je vais faire pour économiser de l'eau. On ne peut pas faire du reuse si on n'a plus d'eau. Donc, si on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions qu'il faut se poser, et puis qu'il faut, qu'il faut saucissonner pour avoir une bonne solution. Donc moi, le rôle d'Odyssée Environnement là-dedans, c'est d'ouvrir un petit peu entre les bonnes, le bon diagnostic. Il n'y a plus d'eau, les nappes phréatiques sont vides, il ne pleut pas. Quand il pleut, l'eau glisse dans les rivières et va directement dans la mer. Je dirais que tout le monde a le bon diagnostic. Maintenant, la solution, c'est quoi? Et bien là, c'est un peu plus compliqué, et ça, c'est notre métier. C'est de dire comment je vais faire avec tout ça, parce que c'est comme ça, comment je vais faire pour économiser de l'eau. Donc, on va voir nos clients, et on leur permet de faire énormément d'économies d'eau, mais pas en partant d'un constat en disant je vais arriver, je vais vous faire un reuse et je vais vous faire réutiliser de l'eau.
parce que ça, c'est une solution qui est trop simple et malheureusement pas, pas efficiente sur la partie économie d'eau. Alors, merci pour cet éclairage sur l'implication d'Odyssée, au sein du plan du gouvernement. Il nous reste environ, 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On en a déjà 2 qui vont concerner, finalement un petit peu le parcours d'acculturation à l'EFC, à savoir, Stéphane Klein d'Alsace Tech nous demande, qui a été impliqué pardon, en interne dans le processus de questionnement, donc, dans toute cette phase, d'interrogation lors du parcours à l'EFC? Et une autre personne de la SNCF qui nous demande combien de temps finalement ça a pris. Il y a le temps d'acculturation, mais il y a le temps également de la mise en action. Est-ce que tu peux, répondre à ces 2 questions? Oui, alors combien de temps ça a pris? Je vais prendre la plus courte parce que c'est peut-être celle qui va m'amener la réponse la plus courte aussi. C'est pas fini. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, aussi, les performances et cetera, on en découvre tous les jours et à chaque fois, il faut, réinventer un petit peu, c'est beaucoup plus compliqué quand même que de vendre un tarif dans un dossier Excel. C'est-à-dire que ça demande un petit peu de réflexion, heu alors on a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, supérieurs, enfin voilà. Moi je dis en interne, ben, justement, de remettre un petit peu en route son cerveau pour essayer de trouver des solutions et cetera. Je pense que c'est ce qui va donner aussi le peps à nos métiers pour inventer aussi de nouvelles choses. Donc, ça prend combien de temps? C'est long. Ça fait, j'ai du mal avec les dates. Ça fait peut-être 5 ans qu'on a commencé notre parcours EFC. On faisait de l'EFC sans le savoir avant, mais cette structuration, c'est environ 5 ans. Donc, et ça me fait rebondir sur la question de Stéphane. On a fait des ateliers, on fait des ateliers sur, on fait des SWOT. On a un petit peu avec le Covid, c'était un peu compliqué. On va essayer de relancer ça. On a travaillé sur nos valeurs, sur notre mission, parce que tout ça, c'est lié également. Quelles sont nos valeurs? Parce que si on peut faire de l'hydroéthique, mais il faut qu'on fasse en interne ce qu'on dit qu'on fait en externe. Donc, on a aussi, on développe beaucoup des choses. On est entreprise engagée pour la biodiversité. On travaille avec l'OFB. On fait des choses sur la biodiversité à l'usine, etc. On fait des ateliers. On est avec le CPIE. Donc, je dirais que ça met en route aussi pas mal de processus en interne. Et puis, euh, et puis la valeur réelle ajoutée aux clients, oui, c'est c'est, à la fin, mine de rien, c'est toujours le prix, hein, parce que celui qui signe le bon de commande, c'est toujours l'acheteur. Mais donc c'est le contrat qu'on fait à la fin. Donc la valeur ajoutée, on essaye de le mettre en lumière et de plus en plus. Et on pense que c'est l'informatique qui va nous permettre de mettre en lumière toutes ces performances. C'est-à-dire qu'on est en train de numériser toute la performance chez nous. Donc on travaille énormément, énormément. On est chimiste, mais on devient aussi informaticien. Alors, on a une autre question de Christian. Alors, c'est une question un peu plus technique. Voilà, si tu arrives à y répondre en moins d'une minute, ce serait parfait. Comme ça, on peut se laisser encore 5 minutes Alors, pour conclure sur ce Christian, je vous invite à me joindre. C'est un peu complexe, c'est un peu heu, technique. Ça sort un peu de l'EFC. Alors oui, sur les réseaux de chauffage urbain, on est, je pense, un grand spécialiste des réseaux de chauffage urbain. On a des produits qui ont des fortes valeurs ajoutées sur les réseaux de chauffage urbain. Il y a un processus qui existe, il y a un process qui existe. Euh, on fait des choses très sympas là-dessus. Après, juste un tout petit truc sur les chauffages urbains. Ce qu'on a J'aimerais bien qu'on aille encore un peu plus loin pour avoir comment on peut mesurer, parce que c'est compliqué à mesurer la performance sur un réseau de chauffage urbain, mis à part le taux de fer qu'on mesure, on n'a pas de corrosion, etc. Mais je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus, sur la performance dans les chauffages urbains. Mais après, ça- alors c'est 100% dans notre métier. Et vous voyez, là, je n'ai pas parlé de chimie, je n'ai pas parlé de métier, j'ai pas, voilà. Et je pense que quand on va aussi chez nos clients, pour nous, c'est peut-être un détail, j'y pense à l'instant. Et c'est compliqué un peu de sortir aussi de notre métier. C'est-à-dire nous aussi, on a parle un peu un langage un peu bizarroïde avec des PH, TH, etc. Euh, c'est compliqué aussi de sortir de notre métier pour aller questionner aussi nos clients pour pas forcément de leur parler produits chimiques, chimie et entartrage, corrosion et problèmes biologiques, qui est notre métier de base.
parce que c'est ça qu'on fait à la base, mais on fait bien plus que ça finalement. Et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué chez nous. Voilà. Alors, je prends une dernière question avant de conclure, question qui est posée par Nicolas, puisqu'on a beaucoup parlé, comme il l'indique, de coopération, interne avec le client. Nicolas demande si, Odyssée s'est associé avec, d'autres entreprises, donc d'autres parties prenantes à l'extérieur, au sein de son écosystème pour apporter, une performance plus complète. Alors, oui, oui, voilà, on essaye de mettre, de parler coopération avec nos fournisseurs, c'est avec ça, hein? Oui. Ouais, ou avec le client, oui, on essaie de parler, alors le fait d'en parler, c'est bien, le fait de mettre, une action derrière coopération, je sais toujours pas ce que ça veut dire coopération. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Peut-être travailler ensemble, par exemple sur la partie, numérisation, on coopère avec une société, c'est-à-dire qu'on met en on se comprend, on essaie de parler le même langage, on essaie de se traduire ce que dit l'autre. Si c'est ça la coopération, alors oui, on fait beaucoup de coopération. On essaye d'avoir, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de choses comme ça. Pour moi, c'est ça la coopération. C'est de trouver une relation saine avec un fournisseur ou avec un client. On est dans la même, enfin, moi, je prends toujours l'exemple de la barque, hein. On est dans la même barque et on essaie de ramer dans le même sens. Pour moi, c'est ça la coopération. Et oui, on essaye de plus en plus, et on essaye à la base de faire de la coopération. Après, ça marche pas toujours, hein, c'est la coopération, ça se fait entre deux personnes souvent, ou c'est plus qu'entre deux sociétés. Et le fait de dire qu'on fait de la coopération, on le fait pas forcément automatiquement. Des fois ça marche, OK. des fois ça marche pas, hein. C'est pas Et quand Merci ça d'avoir marche, c'est pris le super, hein. temps. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je vous propose de conclure maintenant sur ce webinaire puisqu'on approche, de la fin et de voir un petit peu ce qu'on peut retenir, de ce retour d'expérience avec Odyssée Environnement. Donc, premier point qu'on a vu en introduction, c'était le repérage, des limites qu'avait pu rencontrer Odyssée Environnement. Je donne également ces informations pour les personnes qui nous ont rejoints, au fur et à mesure. Donc, 1er exercice, qu'on fait lorsqu'on démarre un parcours d'accompagnement, d'acculturation à l'EFC, ça va être finalement de repérer, enfin, on sait en général pourquoi on arrive dans un parcours, c'est parce que justement on est confronté à différentes, difficultés. Les limites chez Odyssée, ben, c'était en premier lieu une très forte concurrence dans son secteur d'activité, comme Jérôme nous l'a expliqué, avec une course au prix bas et au volume de produits vendus, qui avait pour, conséquence et donc impact négatif principal qu'on arrivait sur un modèle qui commençait à être intenable à la fois sur le plan environnemental et économique. On a également vu qu'il y avait, potentiellement une perte de sens pour les équipes puisque au niveau de l'équipe commerciale, on était tout le temps en train de négocier un prix, un volume autour d'un tableur Excel et donc c'était, principalement, ces 2 difficultés qui étaient remontées, qui ont donc entraîné, cette opportunité de se mettre au travail avec l'EFC. Première, étape dans le diagnostic EFC, c'est la recherche et donc la valorisation des effets utiles. Donc, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont été révélés pendant ce parcours d'accompagnement à l'EFC. On peut en retenir, quelques-uns, notamment, les avantages que la performance, donc ce fameux contrat de performance qui a été proposé ensuite aux clients, bah, prenait en compte, et révélait certains avantages qui sont la prévention des risques, voilà, pour les clients, s'il fait appel finalement à la solution d'Odyssée, qui permet également de détecter les failles, et également tout cet aspect de formation des équipes chez le client. Et donc autant de services qui ont pu s'agréger au fur et à mesure autour de la vente initiale du seul produit chimique. Il y a également eu, le repérage de certaines, compétences techniques et de conseils qui existaient déjà au niveau des équipes chez Odyssée et donc qui ont pu être valorisées et donc revalorisées avec, la recherche de davantage de sens au travail et on n'en a pas vraiment parlé, enfin on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je sais également qu'aujourd'hui on est sur une gouvernance partagée chez Odyssée avec, l'actionnariat des salariés. Et enfin, c'est vrai qu'un travail sur l'EFC, ben, on va démarrer, toujours par, une nouvelle enfin la réinterrogation finalement de sa proposition de valeur. Chez Odyssée, elle s'est traduite de la manière suivante. On est sorti finalement de ce modèle économique, très classique qui est basé sur le volume et le prix. On a réinventé son métier en passant de fabricant de produits chimiques
à hydroéthicien et donc avec une évolution de son offre de services. Aujourd'hui, on n'est plus en train de vendre finalement un produit, mais un bouquet de services finalement. Donc, on vend plus un produit, mais une performance d'usage. Donc, cette fameuse solution intégrée sur laquelle on essaye d'atterrir lorsqu'on s'engage dans un parcours d'acculturation à l'EFC. Donc, aujourd'hui, Odyssée est en capacité de vendre ce qu'il appelle ce contrat de performance partagé avec le client. Donc ça, c'est un peu pour retranscrire ce qui a pu être dit ce matin. Si vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous souhaitez découvrir également l'EFC, sachez qu'il existe, un club qui existe maintenant depuis 5 ans et qui est, hébergé chez Initiative Durable. Je vous en dis quelques mots rapidement. On a différents soutiens qui sont la région, l'ADEME, l'Adréal, la CCI ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg. Jérôme fait aujourd'hui partie, des 13 adhérents qui composent, ce club et qui va avoir pour mission principale, d'organiser des sessions autour de retours d'expérience, un petit peu comme ce matin pour les membres lorsqu'ils se réunissent régulièrement, à savoir une fois par trimestre. Il y a également un accompagnement individuel qui est proposé et animé par notre partenaire Atemis. Et de mon côté, en tant qu'animatrice du club, moi, je vais également proposer sur le territoire différentes sessions de sensibilisation autour de l'EFC. C'est le cas avec ce webinaire ce matin. Mais si vous êtes si vous travaillez dans une structure qui est en lien avec des porteurs de projets, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, vous pouvez tout à fait me solliciter pour que je puisse venir, sensibiliser, vos partenaires à l'EFC. Donc les adhérents, qui sont-ils? Vous avez un petit aperçu rapide, de leur composition. Donc on est plutôt sur des entreprises type TPE, PME, plutôt basées en Alsace, mais également dans les Vosges, avec des profils, des secteurs d'activité très variés. Jérôme a rejoint notre gouvernance l'année dernière, ainsi qu'Étienne Barillet, président de l'entreprise Calliope. Donc c'est une super nouvelle parce qu'on sait qu'on peut également compter sur des adhérents du club pour, réfléchir avec nous sur le développement de nos activités. Et donc dernier point, si vous souhaitez, en tant que dirigeant d'entreprise, ou d'une organisation type associative, repenser votre modèle économique, le réinterroger donc au travers de votre proposition de valeur, des effets utiles de vos externalités, voilà, de reconsidérer un petit peu les choses, de voir quel type de service vous pourriez également, venir adjoindre à votre, offre, de service initiale. On vous propose, 2 outils. Le premier, je vais l'appeler formation pour aller vite, mais en réalité, il s'agit d'un parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC. On en monte un cette année, qu'on devrait lancer, à la fin du 2e semestre. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez découvrir ce parcours, donc découvrir l'EFC, on propose 3 jours et demi de formation collective et individuelle. Et si vous souhaitez aller plus à votre rythme, que vous avez pour l'instant diagnostic, donc de faire un état des lieux de votre modèle économique avec un regard EFC. Vous pouvez également me contacter via l'adhésion au club. On propose un état des lieux voilà, pour faire un petit tour de votre activité en essayant de repérer les écarts entre ce que vous faites formellement et ce que vous faites dans le réel, donc au regard du référentiel de l'EFC. Donc ça, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez faire cet état des lieux avec moi. Peut-être un dernier mot sur l'écosystème de l'EFC en France. On n'est pas tout seul en tant que club régional à animer l'EFC sur notre territoire. On est actuellement 12 clubs régionaux, dont vous avez tous les logos à l'écran. Et comme je le disais à certains moments de la présentation, on va essentiellement travailler lors de nos interventions, que ce soit l'animation des clubs ou les parcours d'acculturation à l'EFC, avec Atemis, qui est notre partenaire principal basé à Paris, qui travaille directement avec l'Institut européen, donc l'I2EFC, également basé à Paris, et qui vient alimenter Atemis et les clubs avec de la ressource et de la recherche en matière d'EFC. Un dernier mot sur nos prochains webinaires et ensuite la session se terminera. Voilà, si vous avez apprécié ce webinaire ce matin, qui était le 4e organisé par le club depuis le début de l'année, sachez qu'il y en aura également d'autres à la rentrée. On démarrera le 12 septembre avec Optimove, puis le 17 octobre avec LDE, pour terminer cette année le 23 novembre avec Je suis Rocco. Donc, les webinaires se font systématiquement, comme ce matin, au travers du témoignage d'un de nos membres adhérents du club. Donc, vous en saurez plus sur leurs différentes trajectoires EFC, le pourquoi ils se sont engagés là-dedans, les réponses, les solutions qu'ils ont pu trouver. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain et vous trouverez notamment l'information pour vous inscrire sur notre page LinkedIn. Donc, si vous ne l'avez pas encore liké, je vous encourage bien sûr à le faire.
Concernant le webinaire d'aujourd'hui, il a été enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube d'Initiative Durable. Et je vous remercie tous d'avoir été présents sur ce webinaire. Merci beaucoup à Jérôme du temps qu'il a consacré et pour le partage de son expérience. Voilà, donc merci à tous. Peut-être Jérôme, tu veux également partager avec nous le mot de la fin? Oui, merci à tous de m'avoir écouté supporté pendant 1 heure. Je pense que l'installation était, enfin, l'expérience est bien. Et ce qui est super bien aussi, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus, c'est de discuter aussi avec d'autres sociétés qui n'ont rien à voir avec la sienne sur la partie UFC et comment eux, ils gèrent cette nouvelle façon de voir le monde. Je vous invite aussi à suivre notre site, enfin notre page LinkedIn sur LinkedIn, Odyssée Environnement, pour avoir toutes nos nouveautés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et si vous avez des questions sur le club, sur le parcours, voilà, vous avez mes coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour caler un rendez-vous et pour qu'on aille plus loin ensemble sur le FC. Bonne journée à tous. Merci encore à Jérôme. Merci à tous et à très bientôt.